classeurs de lycée. Donc comme vous êtes des jeunes étudiants timides, je vais poser les premières questions. Voilà. Et puis après, il faudra que vous interveniez pour poser les vôtres. On va parler de Diabolomante, bien sûr, on va le voir, de la situation dans le cinéma à l'époque. Peut-être on pourra essayer de comparer avec aujourd'hui également. Donc, est-ce que vous pouvez simplement nous raconter la genèse de Diabolomante, qui est un roman à l'origine? Alors non, c'est pas un roman, c'est un scénario original. Alors il a été tourné en 77. Moi j'étais comédienne. Je suis venue au cinéma par la comédie. J'étais comédienne pendant 8 ans. Donc j'avais 26 ans quand j'en ai eu marre d'être comédienne. Et comme plein d'acteurs, les acteurs souvent ils écrivent parce qu'ils ont un sens du dialogue. Et je me suis mise à écrire un truc qui commençait comme un roman, en effet, qui était un début de roman. Et puis au bout de 30 pages, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu fais un roman? Fais un film. » Et j'ai dit « Mais je ne saurais jamais écrire un scénario, je ne savais rien que la partie actrice. » Et j'ai écrit en 3 semaines, je ne fais pas une blague, ce scénario, qui à l'époque s'appelait « Histoire de petite fille ». C'était un très mauvais titre. Et je l'ai déposé à l'avance sur recette. Et comme je n'avais pas de nom de metteur en scène et que je ne me sentais pas metteur en scène, je ne pouvais pas le déposer sans un nom de metteur en scène. Donc j'avais mis Bertrand Tavernier. Et Bertrand Tavernier, il était à la commission d'avance sur recette. Ah oui, sans lui demander son avis. Ouais. Et donc c'était un peu bizarre. Et la première fois, je n'ai pas eu l'avance sur recette. Alors j'ai redéposé le scénario, ce qui était interdit à l'époque. J'ai changé le titre. Et puis j'ai enlevé 30 pages, j'ai changé les 30 pages, c'était les mêmes, et puis j'ai redéposé, donc j'ai insisté, je me suis battue, et j'ai eu l'avance sur recette. Et c'était pas fini, l'avance sur recette c'était génial parce que c'était une porte, mais après ça il y a eu une bagarre qui a duré quelques mois, parce que malgré l'avance sur recette, j'allais chez Gaumont, j'allais chez les producteurs, et je ne trouvais pas. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que, alors je ne vais pas vous raconter toute la genèse, parce que c'est pas très intéressant, mais j'ai rencontré quelqu'un qui voulait rentrer dans le cinéma, qui était un imprimeur, un type qui n'avait jamais fait de cinéma, et qui a dit « moi je viens ». Voilà. Il a lu le scénario, il m'a dit « moi ça m'intéresse, le cinéma, etc. » Et grâce à lui, il s'appelait Serge Lasky, et il est mort maintenant, et Jean-Claude Fleury, qui était son associé, ils m'ont aidé, et on a produit, j'ai créé une société, et on a coproduit ce film avec Gaumont, qui s'est impliqué dans le film, voilà. Et à l'époque, donc on était en 77, il n'y avait pas beaucoup de femmes cinéastes, et il n'y avait pas beaucoup de... C'était assez difficile de rentrer, c'était à la limite, et plus difficile et moins difficile, et je vais expliquer pourquoi. Plus difficile parce qu'il y avait d'abord beaucoup moins de films, donc moins d'opportunités. Et c'était la seule voie véritable, c'était l'avance sur recette. Vraiment, ça donnait une carte. Voilà. Sinon, avec un petit scénario, on allait se trimballer chez les producteurs. Bon, ça pouvait arriver, ça pouvait marcher, mais c'était très, très difficile. Ouais. Le scénario, en fait, si vous le présentiez aujourd'hui à France Télévisions, il ne passerait pas, nous sommes d'accord. Parce que probablement pas. Pour être un petit peu technique, il n'y a pas d'arche narrative qui fait qu'il y a un enjeu qui serait par exemple un garçon, quelque chose. On nous expliquerait que pendant ces 90 minutes et 9 mois, non, là il y a juste un bout à bout. C'est une chronique, en fait, c'est une année scolaire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus formaté, je pense. Les choses sont plus formatées, les gens ne verraient pas aujourd'hui ce qu'il avait à l'époque comme charme, et qui finalement, parce que c'était un film d'époque, il a passé... Moi j'aimerais bien les entendre sur j'aimerais bien avoir leur réaction sur le film, parce que moi je pense toujours que les films d'époque, c'est-à-dire, il est fait il y a longtemps, mais il était déjà pas dans son époque, j'ai toujours l'impression qu'ils vieillissent mieux que les autres. Des films qui ont été tournés dans ces années-là, en 77, je ne sais pas, vous avez dû en voir, tournés vraiment à cette époque-là, les films début des années 80, fin 70, tous les films, bon, il y avait... Je ne suis pas enseignant ici, donc je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Par contre, il va falloir réagir, les jeunes, parce que sinon je vais désigner un volontaire. Est-ce que vous pensez que les films d'époque, ils vieillissent moins vite, ou pas? Ou ça vous... Ouais, un film d'époque, c'est-à-dire en costume, enfin, qui est dans une autre époque, si on le revoit 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, là, ça fait combien? 35? 77, c'est combien? 35 ans, oui. 35 ans, bon. Hein?
Ben, non, mais c'est différent, c'est un film de science-fiction, c'est un peu différent. Non, quand je parle de films d'époque, c'est-à-dire les films en costume, les films sur la guerre, ces films-là qui reconstituent une époque, voilà. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils vieillissent moins mal, on va dire, que les films qui sont dans leur époque, Oui. ancrés dans leur époque. Voilà. Donc vous avez une filmographie qui... Ben, j'ai fait beaucoup de films d'époque, Oui. soit autour de la guerre, enfin Ouais, l'après-guerre, ouais, soit ouais. le film sur Musset et Georges Sand, dont j'ai oublié le titre. Mais... Les enfants du siècle. Voilà, merci. Ouais, ouais, je le sais en général, mais là je suis... Voilà. Oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé à faire mon premier film contemporain, enfin, que j'appellerais contemporain, je l'ai fait en 90 ou en 89, et ça s'appelait Après l'amour. C'était un film avec Isabelle Huppert, Giraudot, Hippolyte Girardot, Lio. Ah oui. Voilà. Bon. L'équipe de Diabolomante, hein, quand on voit le générique aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, j'espère que ce sont des noms qui vous disent quelque chose. Les techniciens, vous avez Philippe Rousselot, qui est à l'image, un des plus grands chefs opérateurs français, Bertrand Van Effenter au montage, Hervé Deluz au son. Comment s'est constituée l'équipe autour de vous qui n'aviez aucune légitimité, si je puis me permettre? Alors voilà, ça va peut-être vous amuser, c'est-à-dire que je n'avais vraiment... Enfin, actrice, ça vous donne quelques notions de ce que c'est qu'un plateau. J'ai fait un peu de télé, un peu de cinéma, beaucoup de théâtre. Ça vous donne surtout la notion de ce que c'est que jouer, mais la mise en scène proprement dite, la caméra surtout. Et donc, comme j'avais écrit, je voyais les choses. Et en plus, je les avais écrites. Et surtout, c'était très personnel. C'était autobiographique, c'était des souvenirs. Moi, j'avais juste, pour faire mon scénario, écrit des listes de scènes. J'avais des listes de scènes. Je me disais, tiens, il y aura cette scène-là. Et puis, il y aura quand le prof fait ça. Et puis, il y aura quand elle lui efface le visage, etc. J'avais des scènes. Alors, j'en avais comme ça une longue liste. Et ces scènes-là, je les voyais très bien. Mais comment les filmer, comment les mettre en scène. Diriger les actrices, je me disais que j'y arriverais. Les petites filles, en plus, elles n'avaient pas beaucoup d'expérience, donc je me disais, les enfants, il faut leur montrer. Il ne faut pas trop leur demander. Ou ils improvisent, ou alors ils apprennent un texte et on leur donne l'intonation. C'est plus facile avec les enfants, en général. Mais j'avais pas peur de ça. Ce qui m'affolait, à un moment quand même, dans la préparation du film, c'était comment on tourne. Alors déjà, le choix de l'équipe, j'ai rencontré des assistants. J'avais un ami dans le cinéma qui m'avait dit, bah tiens, voilà, alors j'avais des noms d'assistants, je rencontrais les gens sans savoir vraiment à quoi ça servait un assistant. Et tout ça, j'apprenais au fur et à mesure. Et puis, on m'a donné des noms de chefs opérateurs. Et il y avait un nom d'un chef opérateur brésilien qui vivait à Paris, je ne sais plus comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Et on me dit, il faut que tu ailles voir son film parce qu'il est magnifique et ça joue à l'Olympique Entrepôt chez Frédéric Mitterrand. Et je cours avec mon assistant et on est en retard et on arrive et le film est commencé, on s'assoit dans la salle et on regarde et je vois une image mais sublime, magnifique, magnifique, mais vraiment c'était un film très beau, très délicat. Et le générique arrive et c'était pas le type. Et c'était Philippe Rousselot. Et je sors et je dis mais je veux lui. C'est pas possible, j'ai pas fait tout ce truc. Et Philippe Rousselot, c'était son deuxième film. Ça c'était son premier film. Et il était ravi et c'est lui vraiment qui démarrait au fond avec moi, il sortait de l'IDEC, il m'a appris la caméra. L'IDEC, c'était la Fémis autrefois. Voilà. Si et il m'a appris d'abord à pas avoir peur. C'est-à-dire que la veille du tournage, je l'ai appelé, on avait un peu découpé, on avait un peu préparé, mais bon, le moment allait arriver. Donc le fameux dimanche de veille du tournage, c'est un affolement. Et je l'appelle et je lui dis, il faut qu'on se voit, Philippe, j'ai trop peur. Donc il me retrouve au café en face du lycée. On allait se retrouver le lendemain matin à 10h ou à 8h. Et il me dit, écoute Diane, c'est simple, c'est moi qui ai peur. Voilà. La peur, elle est chez nous, les techniciens. Si nous, on ne comprend pas ce que tu veux, on va tout rater. Et on va te faire rater ton film. Donc, laisse-nous la peur. Juste exprime ce que tu vois, ce que tu veux, et rendez-vous demain. Et le lendemain, donc, il m'a un peu calmé la peur pour la nuit. Et le lendemain matin, je suis arrivée et dans la cour du lycée, donc les caisses de caméra arrivaient, etc. Il a ouvert les caisses et il a demandé au machiniste de monter la caméra. Il a mis la caméra sur un pied et il m'a dit, bon ben maintenant je vais t'apprendre. Et j'ai regardé les objectifs et il m'a dit, colle ton œil plus. Et j'ai appris 3 ou 4 objectifs. Il m'a dit, voilà, ça c'est un 50, ça c'est un 75. J'ai vu la différence. Et après, c'est parce que je trichais pas et que je disais, je sais pas, et qu'il était là et que l'équipe était là pour m'aider,
que finalement, ce qu'il y avait de pur dans mon histoire, ils ont réussi à m'aider à la transmettre. Voilà. C'est juste, j'ai pas fait semblant. Bon, ça, Est-ce que vous vous rappelez quelle est la première scène que vous avez Oui, tournée? je me rappelle très bien, oui, oui. C'est laquelle? C'est une scène dans la cour. C'est une scène dans la cour au moment où la petite fille demande d'aller à l'infirmerie. La petite Éléonore, on est dans la cour, il y a toutes les petites filles qui jouent, et puis il y a une surveillante qui note sur un carnet, D'accord, puis elle lui demande d'aller à l'infirmerie. C'est cette scène-là. Et puis aussi la scène où on voit et d'ailleurs, ça c'est aussi un... Quand elles sont assises, elles vont avoir leur dispute avec le censeur. Le censeur va exclure une des filles, etc. Elles sont toutes les trois assises comme ça avec les jambes et les chaussures, et on monte comme ça de leurs pieds. Et ça, c'était le premier jour de tournage. Et quand j'ai vu les rushs, parce qu'à l'époque, on allait encore voir les rushs, après le tournage, à LTC, on traversait tout Paris pour voir 3 minutes de film sur un écran, et on regardait, on rentrait crevé. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu une émotion incroyable, et j'ai dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Vraiment, parce que c'était pas moi, vraiment. Mais c'était l'équipe, la chance, le hasard, le talent de Rousselot, ces petites filles qui étaient magnifiques. Enfin voilà, bon, c'est aussi beaucoup de chance. Alors, il y a quand même un plan extrêmement élaboré dans le film, enfin, au moins un, j'espère que vous l'avez remarqué, c'est le travelling nocturne dans l'appartement, Ouais. pendant que Frédéric discute, et vous avez un souvenir sur ça? C'est une idée de Rousselot, c'est vous qui en aviez envie? C'est un plan pour positif, ça. Bah, tout à fait. Je pense que j'en avais envie, oui. Je cherchais des moyens de ressentir une atmosphère, et j'ai eu cette idée de montrer les objets, de faire le tour de la pièce. Ouais, mais ces idées-là, elles viennent comme ça, elles ne sont pas trop préméditées, je crois pas. Au niveau du budget, vous étiez à l'aise ou C'était un tout petit budget. Je crois qu'on avait l'équivalent de 400 000 €, un truc comme ça. Ah oui, oula. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que les sports d'hiver, c'est en photo. En photo. C'était prévu en film, et c'est Alexandre Arcadi qui est allé les faire, parce que moi j'avais pas le temps. Il est allé faire les photos d'hiver, de Pâques et d'été. Ouais. D'accord. Ouais. Ça c'est des bonnes trouvailles. Et c'était un petit peu nouveau à l'époque, mais c'était vraiment parce qu'on n'avait pas d'argent. Et bon, comme je disais en présentant le film avant que vous arriviez, vous avez quand même dirigé à peu près tous les grands acteurs français. Enfin, en actrice, c'est pas mal quand même. Ouais. Là, par contre, à part quelques actrices de second rôle comme Marthe Villalonga, qui était déjà très connue à l'époque, Dominique Lana-Bonham, je pense, ne l'était pas. Non, elle n'était pas connue. Ouais. Non. En fait, ces acteurs-là, c'était que des gens avec lesquels j'avais travaillé comme actrice. Donc tous les acteurs que vous voyez dans ce film, j'ai joué avec tous. Et aussi, ça faisait une sorte de famille. Tous les profs, tous les profs, j'ai joué avec eux. C'était mes copains. Et donc j'ai joué avec et les jeunes, vous avez fait un casting compliqué? On a fait un casting compliqué, bah oui, parce que d'abord c'était très court le temps. Je crois qu'on a eu l'avance en avril. On a tourné en juillet, août au lycée Jules Ferry. Le film est sorti en décembre. Donc la même année, on l'a monté. Enfin, on a monté le film, on a tourné le film et il est sorti. Et on a tourné. Ouais, voilà. Et vous n'avez plus tourné avec les deux petites actrices, hein? Non, alors, non. Éléonore, elle est très vite après le film. Éléonore, c'est celle qui joue qui? C'est la petite Anne. Oui. Elle a poussé comme une asperge, elle a vraiment grandi énormément. Donc elle avait 14 ans et elle est gigantesque. Et elle a ouvert une agence de mannequins, et qu'elle a toujours d'ailleurs. Vous êtes en contact encore? Oui. Et Odile Michel, elle a. Enfin, en contact, non, on est peu en contact, mais je sais ce qu'elle fait, oui. Et Odile Michel, elle est toujours comédienne. D'accord. Ouais. Et vous n'avez pas eu l'idée après, puisque le deuxième film de Diane Curie, c'est Cocktail Molotov, qui se passe en 68, donc 5 ans plus tard, et c'est des jeunes, enfin qui ratent mai 68. C'est-à-dire, ils sont pas là, ils remontent à Paris pour essayer de faire la révolution, mais ils ratent, et donc ils croisent des gens tout au long de leur voyage. Vous n'avez pas eu la tentation de faire un peu un Douanel, vous voyez ce que je veux dire, avec avec les mêmes acteurs. en prenant comme Truffaut a pris Jean-Pierre Léaud. Mais non, je crois que Éléonore, justement, elle a eu cette grâce, elle était absolument extraordinaire. Elle
elle avait quelque chose de très particulier, mais que, c'est affreux de dire ça, qu'elle a perdu dans les années qui ont suivi. Alors elle l'a sans doute retrouvée en tant que femme, mais 13, 14, 15, 16, elle était vraiment grande fille, c'était difficile. Et puis non, j'ai une famille d'acteurs, mais j'ai pas eu envie de reprendre les... Non, non. Ces filles-là, non. Non. Est-ce que vous avez des questions précises sur le film, sur une scène en particulier ou Ah, Oui, jeune homme. Moi, j'ai vu, quand on regarde le film, Anne, on a l'impression qu'elle a, si on devait dire un rôle principal, on a l'impression que c'est elle qui l'a quand même, parce qu'on la voit le plus souvent dans bien sûr. le film. Et pourtant, c'est à sa sœur qui arrive plus de choses. Oui. Et moi, j'aurais aimé savoir pourquoi, en fait. Bah, parce que c'est le sentiment que j'essayais, que sans doute j'ai véhiculé à travers le film sans être consciente. Elle regarde, elle est le regard sur l'histoire, quoi. Et en fait, je crois que, alors je ne sais pas si je partage ça avec beaucoup de gens qui font ce genre de livres ou de cinéma très autobiographique, mais moi j'avais l'impression dans toutes mes années d'enfance et d'adolescence que tout ce que je vivais, je le vivais pour le raconter un jour. Et que vraiment, il y avait enfin, pas tout, évidemment, mais plein de moments. Et le lycée en particulier. Ça a été une époque... et cette période de mon enfance aussi. Et du coup, j'étais le regard, donc et c'est pour ça qu'elle regarde, elle subit, elle est un peu victime, elle est assez mal dans sa peau. Et c'est à l'autre, effectivement, qu'il arrive des aventures. Alors, voilà. Et je suis un peu des deux personnages, mais je suis surtout la plus jeune, dans la vérité. Non. Une autre question? Non, on va en trouver. Est-ce que vous étiez vous-même à Jules Ferry? Oui, j'ai fait toute ma scolarité à Jules Ferry, ouais. Et c'est pour ça que je ne voyais pas d'autres endroits pour tourner ce film, et que si on m'avait dit non pour Jules Ferry, ça aurait été catastrophique. Et j'ai eu aussi, pareil, j'étais très jeune, et donc quand je suis allée, j'étais aussi très ignorante de comment on fait pour demander une autorisation de tournage. Mais assez tôt, même je crois avant l'avance, avant même la production, je suis allée à Jules Ferry, je suis rentrée dans le lycée, et j'avais l'air d'une élève, vraiment, j'étais... et donc on m'a dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Alors, je n'avais pas ma carte, tout ça, et j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice, et je l'ai eu, tout de suite comme ça. C'est-à-dire, on m'a dit, oui, pourquoi pas, enfin... Et j'ai eu le rendez-vous alors qu'il n'y avait rien de lancé, le film n'existait pas. Et je lui ai raconté mon histoire. J'ai eu de la chance encore, parce qu'elle aurait pu me dire... Parce qu'en plus, à l'époque, 77, on est encore dans une époque où les lycées, c'est assez serré, quoi. Bon, il y a eu 68, mais on n'est pas... C'était bon. encore avec cette fille quand vous C'était retourné? je crois que c'était... Non, c'était mixte quand j'ai retourné. Je crois que c'est Et d'ailleurs, 76. non, la en mixité 77, dans les ce qui m'a lycées. frappé, c'est quand même qu'on fumait dans les couloirs du lycée. Pour moi, c'était un truc... on fumait, voilà. Alors, Tous les couloirs. c'est fini aujourd'hui. oui, je Hein, sais. parce que Il y a eu une période... il se trouve que ma fille a passé 3 ans à Jules Ferry, donc elle est dans la salle, elle peut témoigner qu'on ne fume plus. Il y a eu une décennie de grâce. Et cette directrice incroyable, qui était sympa, c'est assez rare, elle m'a dit, mais je vais vous aider. Si vous arrivez à monter votre film, parce qu'elle a compris que j'avais rien monté, vous pourrez tourner là cet été. C'est-à-dire, on était, oui, je crois que c'était avant. Après, je suis allée au Festival de Cannes pour la première fois. C'était ça. Et on a tourné cet été-là. C'est-à-dire qu'elle a fait le maximum par rapport à l'éducation nationale. Elle nous a autorisés à rentrer dans le lycée, à monter sur les tables, à faire une espèce je sais pas, on en a fait un lieu de jeu, quoi. Et pour moi, c'était un moment incroyable de ma vie. Donc, je vous souhaite tous d'avoir un premier film. J'ai eu de la chance qui vous... enfin, c'était pas une revanche, mais c'était comme exulter à chaque moment, quoi, voilà. Revenir sur les lieux de l'enfance, revenir sur les lieux du crime, et puis montrer ce qu'on avait vécu. Et voilà, c'est assez... alors, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, mais j'avais la conviction qu'il y avait quelque chose à raconter. Voilà. Et puis j'ai eu de la chance parce que le film a vachement bien marché, ce qui était aussi très inattendu. Donc il y a un imprimeur qui est devenu riche. Alors cet imprimeur est devenu très riche, oui, parce que le film, a contre toute attente, il n'avait rien coûté, il a rapporté énormément d'argent, il a fait 3 millions d'entrées, ce qui à l'époque était hallucinant, et surtout pour un film qui n'avait pas d'acteur connu, qui sortait comme un ovni, quoi. Voilà, la musique du film a très bien marché aussi. Et la musique, j'avais rencontré Yves Simon et je lui avais demandé de faire la musique. Et il ne voulait pas faire la chanson, par exemple. Il disait non, la chanson c'est commercial, qu'est-ce que tu vas mettre une chanson, voilà.
Et je dis, mais si, je t'assure, il faut une chanson. Et il a fini parce qu'il avait reçu une lettre d'une ado, une lettre d'amour d'une ado écrite sur un cahier d'école. Tout à coup, ça lui a inspiré la chanson, et il est revenu un jour en me disant, ça y est, j'ai trouvé la chanson. Voilà. Mademoiselle? Une fois que le film est sorti, comment vous vous êtes senti, vous, en tant que vous, femme réalisatrice à cette époque, et par vos regards qui avaient peut-être... Ça a été comme une espèce de basculement de ma vie. C'est-à-dire que, en fait, faire le film a été un basculement, mais rien n'était arrivé parce que j'aurais pu retourner à comédienne, évidemment. Mais je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. Et quand le film est sorti, d'abord il y a eu la sortie du film qui a été... on est sorti en décembre, on devait sortir l'année d'après, puis un type de chez Gaumont m'appelle un jour et me dit, il faut que vous finissiez le film dans un mois. Et on était au montage, image. Donc je dis, mais c'est pas possible. Il a dit, si, parce que j'ai une date pour vous, c'est le 14 décembre. Et 14, c'est mon chiffre. Et c'est avant Noël, et c'est un film pour les enfants, et pour la famille. Donc si vous êtes prêts le 14 décembre, c'est extraordinaire. Donc l'imprimeur a dit, bon, d'accord, on va engager un monteur son, qu'on n'avait pas. Et on a engagé Hervé Deluse comme monteur son, qui est devenu le monteur de Polanski, qui est devenu un très grand monteur. Et il est venu, petite main, et on a fait le film en un mois. C'est-à-dire on a monté, mis le son. Il n'y avait pas de mixeur, c'est l'ingénieur du son qui a mixé. Et à l'époque, on mixait en direct. Ça, vous savez ça? On mixait en direct. Alors, on lançait une bobine, voilà, et le mixeur, enfin là, c'était en l'occurrence pas un mixeur, c'était des bobines de 10 minutes, je crois, et il avait ces 10 minutes d'un coup. C'est-à-dire qu'il devait monter, descendre, il répétait une fois, deux fois, mais ça prenait du temps, et après, il y allait direct, c'était une prise. Donc c'était un truc très, très, très suspense. Ça s'est arrêté quelques années après, mais jusqu'à là, on mixait en direct. Voilà, on ne pouvait pas recommencer. Et je racontais quoi? Oui, la sortie du film, c'est la sortie du film, elle est marrante. Le 14 décembre, donc on est prêt, on sort, on fait de l'affichage sauvage, des affiches, donc avec la fameuse affiche qu'on allait coller nous-mêmes, c'était pas encore interdit. Donc on avait engagé des équipes de gars qui mettaient des affiches dans Paris. Et tout le monde voyait ces affiches, et c'était intriguant. Donc ça a aussi constitué le buzz, on va dire. Le titre est de vous? Oui, le titre est de moi, oui. Et ça sera une autre... Je finis la sortie. Et le jour de la sortie, le 14 décembre, je fais une émission de... Non, oui, je suis... le distributeur me dit, allez au café des Champs-Élysées et attendez-moi, je vous dirai si ça marche. Et je suis, il est 2h de l'après-midi, 2h30, je bois mon café, etc. Et il arrive dans un état... Il marchait pas, il volait sur les Champs-Élysées. Il me dit, ils ont cassé la porte du cinéma. Et ils ont cassé, en effet, la porte vitrée du Colisée sur les Champs-Élysées. Le cinéma n'existe plus. C'est là où il y a les bagnoles, je ne sais plus, Citroën, non, pas Citroën, Volkswagen. Enfin, c'est à peu près au coin de la rue du Colisée. Au coin de la rue du Colisée. Si vous maintenant, il y a des vendeurs de voitures, mais il y avait un cinéma. Et ils avaient cassé la porte. C'est-à-dire et pourquoi? Inexplicable. Mais ce jour-là, je faisais une émission de radio sur Europe. Le jour de la sortie, il y avait un peu de promo, et on m'annonce que j'ai le prix Louis Deluc ce jour-là. Je ne savais même pas ce que c'était le prix Louis Deluc. Alors, je dis, mais c'était comme une espèce de conte de fées à ce moment-là. Voilà. Donc, le film sort, le film cartonne vraiment. Première semaine, on fait un score incroyable, et la deuxième semaine, on double. D'ailleurs, on a fait 70 000 entrées la première semaine, et 140 la deuxième. Pourquoi je me souviens de ces chiffres? Ça fait 35 ans. Ça m'a tellement marqué. Et on me disait, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, et après ça change votre vie, parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc voilà, j'étais metteur en scène. Il fallait que j'écrive un deuxième film. Voilà. Alors, et je me suis plantée avec le deuxième. Que moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le film on le voit très peu, qui s'appelait Cocktail Molotov. On le voit jamais. C'était vraiment l'œil que portait peut-être votre réalisateur un peu masculin. Ah, pour une femme réalisatrice? Voilà, c'est ça. Ah oui, moi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, c'est vrai, en France, réalisatrices, et dans le monde d'ailleurs. Il y avait Agnès Varda, il y avait Liliane de Kermadec, que vous ne connaissez pas, il y avait Yannick Bellon. Il y avait Colline Serrault qui a commencé. On est sortis le même jour, on a sorti toutes les deux notre premier film le même jour. Et c'est vrai. Ah oui. Ouais. Et on était copines, et oui, il y avait très peu de femmes. Bon, on était, je sais pas, 5, 6 peut-être. Mais moi, j'ai jamais pensé que c'était bien d'aller réclamer cette étiquette film de femme. Non, mais c'est un petit à côté, mais j'ai toujours trouvé que c'était une idée idiote de mettre les femmes dans un ghetto film de femme, parce que ce serait film,
un peu plus petit, un peu plus chiant, un peu plus intimiste, etc. Et je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas que je pense même qu'il y avait une différence. Donc je me suis considérée comme un metteur en scène, comme un homme ou une femme, pareil. Et donc il n'y a pas eu de regard. On m'a vu arriver comme cette petite actrice qui démarre. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, des actrices qui faisaient des films, ni des acteurs d'ailleurs. Et Christine Pascal. Ouais, Christine Pascal après, Ouais. ouais. Et j'ai pas écouté trop je suis devenue la... Parce que pendant un an, on parlait que de ce film. C'est vrai, c'était un phénomène, quoi. Un peu sociologique. Tout le monde devait l'avoir vu. Et les générations, parce que c'était les grands-mères, les gens de ma génération, les plus jeunes, puisque c'était le lycée. Donc ça a rencontré le public, voilà. Mais j'ai pas eu le regard ni bienveillant ni malveillant de la profession. C'était ça la question? Oui, plus ou moins, comme c'était vraiment l'idée qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisatrices, mais que c'était quand même un environnement plutôt masculin, j'étais assez curieuse de savoir. Je pense que ça a dû faire un petit senti. Je me rappelle que c'était sympathique et les gens trouvaient ça sympathique. Il n'y avait pas un immense respect, mais il n'y avait pas non plus un mépris. Voilà, c'était plutôt chaleureux la réaction. Une question là? Sans le considérer comme un film de femme, est-ce que vous revendiquez quand même l'aspect très féministe quand même du film? Parce que, Non, pas du tout. non, Non. pas du tout. Parce que ça brise quand même du point de vue féminin certains tabous qui étaient très peu abordés encore au cinéma, tels que la pédophilie, la traite des blanches. On ne traite pas vraiment des sujets, hein, c'est des petits flashs. Justement, ça brise du point de vue de jeunes filles. Mais Ça c'est pas rend fait. Mais ça rend je l'approche comprends. encore plus forte, je Mais trouve. c'est le mot féministe. Moi, je suis féministe parce que je suis une femme. Je ne peux pas être anti-féministe. Je n'ai pas le choix. Mais le féminisme dans le sens de le combat des femmes, etc. Évidemment que je suis... Oui, mais ce n'est pas une revendication en tant que moi, cinéaste femme, qui a un regard différent. Parce que je ne pense pas que le regard des femmes... Il y a des cinéastes hommes qui ont des regards de femmes. Bergman, il regarde les femmes comme une femme. Enfin, il n'est pas le seul, mais il y a des cinéastes hommes qui ont des regards... Et inverse, Lila Cavani, elle était plutôt masculine dans sa... Ou Catherine Bigelow, elle n'a pas un regard de femme, vraiment, si on veut dire femme. Et ça veut dire quoi un regard de femme? Aborder des thèmes, c'est ça. Ce qui s'était dit à l'époque, c'était que le fait que les règles, par exemple, soient très On n'en importantes parle dans le pas, film, c'était... Oui, à c'est l'époque, des les gens sujets se oui, disaient, mais enfin, on ne parle pas de ça au cinéma. oui, c'est vrai. Bon, enfin, oui, ça... Ouais. C'est pas si révolutionnaire que ça. Mademoiselle? Finalement, vous avez quand même abordé des sujets polémiques, est-ce que c'est assez polémique? Non. Sur la politique, par exemple, Sur la politique, le côté antisémitisme, la pédophilie, et quand même si c'est en sous-entendu, l'homosexualité entre les deux filles. tout le monde a regardé ça comme un film d'époque, justement. Ça se passait dans les années 63. Parce que vous ne pouvez pas vraiment faire la différence entre... On voit un film en presque 80, on va dire, et c'est un film qui raconte notre adolescence. Et c'est ça la différence. Et ces thèmes-là, ils étaient abordés dans d'autres films, évidemment. Et en plus, j'ai pas abordé non plus le thème. C'est à un moment, elle voit un mec qui ouvre son imperméable, c'est un exhibitionniste, voilà, c'est pas la pédophilie, là. Le mec qui embrasse cette fille, oui, c'est un peu bizarre, étrange. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait cette scène, je vous avoue. C'est pas le meilleur moment du film, et toute cette histoire d'enlèvement. Mais bon, voilà, c'est premier film, j'étais un petit peu innocente aussi, mais c'est pas des combats... je pense que par petites touches, on gagne plus vite les combats. Alors, il y a quand même, vous êtes très modeste, mais il y a la scène très, très émouvante où la petite raconte Sharon Sharon dans Pas Ariel Sharon. Oui, Sharon dans le cinéma français, il n'y a quand même pas beaucoup des références à ce moment Oui, c'est noir. vrai, c'est vrai. C'est... Alors Sharon, c'est marrant parce que bon, à l'époque, c'est vrai que on était un peu politisés dans les lycées et ça me paraissait important. Et je ne savais pas comment mettre ce truc de politique parce que ça peut être très didactique ou anecdotique ou c'était difficile. Et l'idée m'est venue, le scénario avait déjà été écrit. C'est un des distributeurs chez Gaumont qui s'appelait Denis Château qui m'a dit j'aimerais que vous ayez une scène dans le film qui soit très intense, très longue. Il m'a dit comme dans Les Dents de la Mer quand il raconte le truc. Alors, comme dans Les Dents de la Mer, j'avais pas vu Les Dents de la Mer, que je voulais pas aller voir parce que j'avais peur que ça me fasse vraiment peur. Et j'ai dit bon, une scène très longue où on raconte. Et là, je me suis dit tiens, j'avais lu une longue interview dans Paris Match
dans les Paris Match que j'avais consultés des années 60, ou quelqu'un qui racontait l'enterrement. Et cette interview m'avait frappée. Je m'étais dit, voilà, si une fille pouvait raconter ça, ça serait... Et ça m'est venu comme ça, mais c'est des rajouts après. C'est juste que si vous avez l'air d'avoir une anecdote sur le titre. Oui, le titre. Alors, le titre, il y a eu 2 titres pour ce film, les 2 affreux. Le premier, c'était « T'occupe pas de la gamine, laisse flotter les rubans ». C'est vrai, hein, parce que c'était la mode des titres d'Audiard, des titres à rallonge, et je m'étais dit, allez, bon, c'est nul. Et le deuxième, c'était Histoire de petite fille. C'est comme ça qu'il est allé à l'avance sur recette. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle encore toujours, je crois, dans les registres du CNC. Et je savais que c'était pas un bon titre. Et pendant le tournage, un matin, autour d'un café, avec Alexandre, on a commencé à dire, il faut trouver un titre, il faut trouver un titre. Et l'idée, c'était de dire, il faut trouver une odeur, une saveur, un parfum, quelque chose qui va symboliser ces années-là. Donc on a cherché les sucettes à la menthe, on a carambar, on a cherché tout ce qu'on mangeait, tout ce qu'on pouvait. Et puis tout à coup est venu Diabolomante, et on s'est dit, mais c'est pas un titre de film, c'est pas possible. Et puis on l'a testé, tout le monde disait c'est nul. Et puis quand même, ça nous est resté, et on l'a imposé, et ça a fait, je pense que ça a fait une grande partie du succès du film. Une question là-bas, monsieur? Oui, j'ai une petite question. Dans le film, vous avez fait la même téléphone, par exemple, de surréaliste, et on a un homme en fond qui boit son verre. Et qui s'en fout complètement Bizarrement, j'ai passé plus de temps à le regarder lui que elle. que elle. Je me demandais qu'est-ce qu'elle allait faire. C'est une erreur de ma part. C'était elle qu'il fallait regarder. Le point était peut-être sur lui. Je me souviens de ça, mais c'est pas volontaire. Je crois que c'est pas volontaire. Quelque chose, non, c'est pas bon. Mais je vois. Moi, je défendrais le plan parce que c'est vrai qu'on On le remarque. Il remarque, il a une vraie gueule d'alcoolique au petit blanc du bistrot, et il y a une espèce d'indifférence du monde C'est ça. à sa petite C'est ça. histoire Donc on à la se dit, mer. lui, il est dans sa vie et elle est dans. Ouais. Alors, je profite du fait que j'ai la parole pour poser une question. En gros, quel est le pourcentage d'autobiographie dans Diabolomante? C'est très difficile à dire parce que tout est vrai, rien n'est vrai, puisque quand on prend une matière, on peut partir d'un. Je sais pas, je voudrais donner un exemple. Oui. Oui, par exemple, ce plan qui tourne autour de la pièce et où elle entend chuchoter, ou ces émissions de radio, tout ça, c'est des souvenirs, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, jamais. En fait, rien ne s'est passé comme ça, vraiment. Jamais, au fond. Et toute la matière, elle est nourrie de quelque chose d'authentique. Donc, oui, je suis enfant de parents divorcés, j'ai une sœur, j'ai été au lycée Jules Ferry, et de temps en temps, mon père nous emmenait manger au restaurant italien, on n'avait rien à lui dire. Mais c'est pas ces blagues-là, c'est pas cette musique-là, c'est pas ce restaurant-là, c'est pas ce père-là. Et après, c'est des gens qui doivent incarner ça. Donc, c'est des situations. J'ai dû écrire un restaurant italien où on s'embête, voilà. Et puis après la scène, elle est écrite, quelque chose vient. Et puis la blague, elle vient au tournage. Ah oui? Ouais. Avant, je savais moins improviser. Maintenant, je sais plus. Mais parce que ça, c'est un truc que j'ai appris très tard et parce que j'étais très rigide. Que ce qui est beau au cinéma, c'est les accidents, que c'est les choses pas prévues, les choses qu'on a trouvées sur le moment. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus. C'est ce qu'on nous empêche de faire tout le temps, puisque un tournage, ça doit être tellement prévu, précis, et tout est organisé comme un débarquement en Normandie que on a moins, on n'a pas. Et tout le monde rêve d'une petite équipe, très peu de gens, comme ça on pourra inventer sur le moment. Et le système est tel, enfin, dans ce cinéma-là, qu'on a beaucoup de mal, quoi. Alors maintenant, vous avez de la chance parce que vous avez des moyens plus légers, vraiment plus légers, et un moyen de les diffuser aussi, quand même. Justement, Parlons-en. Donc là, vous avez tourné l'année dernière, j'imagine, pour une femme qui est sortie au mois de juillet, qui est aussi en partie biographique. C'est pas ma vie, c'est la vie de mes parents, ouais. Donc dans l'entretien que vous aviez donné à Franck Garbaz, j'ai appris que votre mère au cinéma porte toujours un peignoir, peignoir rouge et blanc. C'est le peignoir dans Diabolomante. Elle a un peignoir à pois. Et à chaque fois que j'ai eu un personnage de mère, elle s'appelle toujours Léna en général, presque toujours. Et j'essaie toujours de trouver
Alors, c'est pas le même, parce qu'il a disparu. On trouve un peignoir à pois blanc, et là, elle a aussi un peignoir. Dans Pour une femme, elle a aussi un peignoir rouge à pois blanc, blanc à pois rouge. C'est Et un alors, truc. Et c'est terrible, là, parce qu'à la télé, ça stroboscope. Donc, Ah c'est oui, une forcément, horreur. ouais. Oui. Oui, jamais de pois. Alors, qu'est-ce qui a changé de manière la plus flagrante en 35 ans À quel niveau? sur un Ah, tournage? tournage. Oh là là. Les équipes sont plus lourdes. Les équipes sont quand même plus lourdes. Je trouve que c'est plus lourd. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? C'est plus compliqué. C'est plus les autorisations de tournage. Tout est un petit peu plus. Enfin, quand on tourne en ville, à Paris, et même ailleurs, c'est un peu plus lourd. Non, tout a changé parce que le cinéma a changé parce qu'il y a trop de films. Il y a beaucoup de films, que la concurrence est rude, que c'est. Je sais pas, parlez-moi de vos problèmes quand vous allez aller vers ce métier là. C'est vous qui allez aller vers ce métier. Non, c'est différent et c'est toujours aussi exaltant de faire du cinéma de toute façon. C'est un métier génial, je le changerai pour rien au monde parce que c'est un métier qui vous permet, vous le savez déjà, de toucher à tous les domaines, Il n'y a pas un domaine que vous ne touchez pas. Voilà. Donc c'est ça. Moi, l'enthousiasme que je garde, c'est parce que j'aime profondément me transformer à chaque fois en écrivain, scénographe, peintre, antiquaire, psychologue, tout, la musique, la pellicule, enfin plus la pellicule, mais la caméra, tout ça est, voilà, et après les médias, tout ça c'est riche quoi. Oui, parole aux étudiants, allez-y. Pour revenir au film, en fait, pour raconter un peu votre scolarité, quoi, et vous montrez bien un peu l'enseignement poétage. Comme c'était. À l'époque, quand tu pensais un peu les casernes militaires, quoi. Et du coup, à la fin, la scène des représentations théâtrales de clôture d'année, quoi, elle donne un peu l'allure d'une réconciliation entre les deux bords, les élèves et l'enseignant. Oui. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez voulu donner là, Je pense que c'était un peu ça, la fête de fin d'année, ça symbolise, peut-être encore maintenant dans les écoles, ça symbolise le moment où les profs, ils vont participer, il y aura une espèce de... Et puis les parents seront là, c'est ça, c'était... Puis c'est aussi un souvenir, parce qu'on montait effectivement, et on en monte encore, des pièces de théâtre à Jules Ferry, dans le réfectoire, sur la scène. Ce qui était hallucinant, c'est que les profs, est-ce qu'ils mangent encore sur la scène, les profs? Voilà. Ça, c'était extraordinaire. Donc voilà. Et encore, les élèves mangent autour et les profs bouffent sur la scène et on les regardait manger. C'était hallucinant. Ça, c'est incroyable. Voilà. C'était un souvenir. Voilà. Bon, peut-être une demoiselle qui n'a pas encore posé de question là-bas. Allez-y. David Adel. Ah oui, c'est la sœur de Patrick Devers, oui. Oui, oui. Celle qui joue Muriel. C'est la sœur de Patrick Oui, c'est la Devers. sœur de D'accord. Patrick Devers. Oui. C'est une Morin. Hein? et je sais pas, elle est proche de lui, elle a une intonation qui. Oui, oui, c'est sa sœur, c'est sa vraie sœur. C'était sa sœur, sa petite sœur. Oui. Est-ce que c'est une vraie revendication de votre part contre l'enseignement ou c'était juste fun ou ça a vraiment une signification? Moi, j'ai pas aimé du tout l'école. Hein. J'ai vraiment pas aimé le lycée. Ce lycée-là, c'était dur de l'aimer parce que c'est vrai que c'était comme ça. Donc, on avait comme ça un sentiment que ces profs étaient poussiéreux et que cette autorité, elle était. C'était 63, quoi. On est encore loin de 68, mais déjà, voilà. Et puis, les filles, que des filles, pas de garçons. Donc, on ne vivait qu'entouré de filles, pas un prof. Le seul homme du lycée, c'était le concierge. Donc c'était horrible, vraiment, c'était terrible. Une adolescence comme ça. Et ils avaient décalé les sorties du lycée de garçons de Jacques Decour pour pas qu'on se rencontre en plus. C'est vrai. Donc les garçons sortaient, on sortait un quart d'heure après. Et oui, il y avait un sentiment comme ça, elle symbolise un peu ça, ouais. Et c'est sûrement des films que j'avais vus et dont j'étais nourrie et je me souvenais pas. Par exemple, la fin au bord de la plage. C'est un peu Truffaut, c'est un peu les 400 coups. Je me rappelais pas que c'était comme ça
La fin des 400 coups, c'est bien sur la plage. Oui, il marche jusqu'à la mer, oui. Et je ne savais pas, je ne m'en rappelais plus. C'est Et court. à un moment, on a cité, on a dit, ah, c'était des références, mais c'était référentiel. De toute façon, un film n'est qu'une référence par rapport à d'autres. On n'apprend que par rapport à des films qu'on a vus. Et j'étais, ce qui devrait vous, enfin, j'étais très pure. C'est-à-dire, oui, j'avais cette petite expérience d'actrice, mais c'est ce que j'aurais voulu garder. J'espère que j'ai gardé un peu, mais c'est impossible de le garder. Enfin, c'est très difficile. J'étais très... si le film a gardé une force, c'est que les images que j'avais en tête, elles étaient... Je ne voyais pas avant, je ne voyais pas après. Je ne savais même pas ce que c'était le montage, moi. On me disait, fais des plans de coupe, tu ne pourras pas monter. Je disais, mais j'en fais des plans de coupe. C'est quoi les plans de coupe? Je ne comprenais pas vraiment, mais je voyais des images. Moi, ça me suffit, c'est ça que je vois. Donc la pureté de cette mémoire-là, qui n'était pas loin de mon enfance non plus, pas tellement loin, ça, il faut nourrir ça. La fraîcheur et la pureté que vous avez dans l'inspiration qui vous a permis d'écrire ou de lire un truc et de vous voir dedans. Pareil. Pardon. Mademoiselle? Oui, allez-y. Moi, une question pour savoir comment vous y êtes prise pour diriger des acteurs dans votre carrière jusqu'à présent et aussi pour les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parler à un comédien? Qu'est-ce qu'il faut avoir face à Chacun, je crois qu'on a tous des méthodes différentes. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas une façon de diriger un acteur. Moi, je crois qu'on ne les dirige pas vraiment. Les enfants, oui, parce que les enfants, ils sont vierges. Donc, il y a une innocence qui fait qu'il faut qu'on les amène quelque part. Les acteurs, c'est un peu pareil, mais ils ne sont pas innocents. Ils ont fait plus de films que vous. Donc, leur expérience, elle ne doit pas vous paralyser. C'est le dialogue qui doit prévaloir. Donc, il faut en amont avoir bien... balisé, qu'il n'y ait pas de questions pour ne pas perdre de temps sur le tournage, avoir lu au moins une fois, 2 fois, si c'est possible. Moi, j'aime pas les lectures avec tous les acteurs parce qu'ils sont tous paralysés, ils se jugent, ils s'écoutent. Moi, j'aime bien les lectures à 2, comme ça. On peut corriger. Donc, dans la lecture, déjà, on entend. Alors, quelquefois, on ne fait pas de lecture. Alors là, c'est sur le tournage. Mais moi, j'aime bien faire une lecture pour éviter les questions, changer un mot, adapter. Puis après, sur le tournage, il y a à mettre en confiance. Un acteur, quand il n'a pas peur, il est bon, enfin, si vous l'avez bien choisi. Et quand il a déjà joué une fois ou deux, vous avez vu qu'il était... Voilà, c'est difficile de... Mais il ne faut pas bloquer, faire une mise en scène qui va... Souvent, les acteurs se révoltent quand la mise en scène, elle est déjà inscrite. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ah, c'est comme ça que je me mets, je m'assois là, bon d'accord. Ça peut arriver. Donc, c'est être un peu maman, être un peu psychologue. Donner l'impression aux acteurs que c'est eux qui ont trouvé la mise en scène, ce genre de truc. Mais en fait, vous ne pouvez pas arriver sans rien savoir, parce que il y a des gens qui font ça. Doyon, je pense. Il y a des gens, des metteurs en scène qui... D'abord, ils demandent aux acteurs de venir pas maquiller, on va répéter, on va chercher la mise en place. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je ne fais pas parce que ça peut durer 2 heures. Et on aura une journée qui va être foutue, quoi. Il y a un compte à rebours. Donc, moi, je préfère en général avoir une vague idée, avoir déjà vu le décor, évidemment, une fois ou deux, avoir pensé vaguement, pas avoir découpé, pas avoir fait de storyboard. Et si j'ai besoin de me rassurer avec un storyboard, j'en ai fait un. Parce que si j'ai peur de la scène, si elle est trop compliquée, je fais des dessins, on me les refait, et puis voilà, ou quelqu'un fait des dessins. Mais la direction d'acteur elle-même, c'est vraiment un... Moi, comme j'étais actrice, je sais ce que c'est. J'ai été de l'autre côté, je sens ce que c'est. Ça donne un peu... Je conseille à tout le monde d'essayer de jouer une fois ou deux pour pouvoir diriger un acteur, avoir un peu d'expérience du jeu. Voilà. Alors, jeune homme qui est là. Donc, après Gabolement, est-ce que vous avez eu envie de repasser devant la caméra? Non, jamais. Non. Ah non. Ah. Ça m'avait déjà passé avant, mais là, c'était la... Vous avez tourné un petit rôle dans le Casanova Casanova, Fellini? oui. Ça doit être un Ah bah ça, je ne sacré vais pas vous souvenir. parler de Casanova. J'ai passé 1 mois à Rome. Je crois qu'on doit me voir 1 minute dans le film, même pas. Mais c'était génial. Donc, c'était marrant, c'était très marrant. Ouais. Mademoiselle, là-bas? Moi, c'est par rapport au jeune garçon qui rencontre Anne, la relation avec sa sœur. Ah. En fait, il n'y a pas de suite, et du coup, j'ai pas bien compris pourquoi il y avait cette histoire sur lequel il la prend par l'épaule et finalement, il n'y a pas. C'est le moment préféré de mon fils. Il a 23 ans, il adore ce moment. Alors, je lui dis, mais pourquoi l'autre jour? Parce qu'il l'a revu, il est passé à la télé, donc il a revu le film.
qu'il n'a pas vu tellement, mais enfin qu'il aime bien. Et il me dit, j'adore ce moment où justement il se passe rien, ils se disent rien, il se passera rien. Lui, ça le touche beaucoup. Moi, je sais pas. J'avoue que pareil, une espèce de, j'ai dû mettre un premier baiser, un premier flirt dans les listes, chercher à la boum qu'est-ce qui pourrait lui arriver à elle. Et puis voilà, elle rencontre un garçon, il ne se passera rien. C'était le fils du producteur, c'était le fils de la fille, de l'imprimeur. Oui. Pendant la préparation pour une femme, est-ce que vous êtes revenu à des moments, même si l'histoire se passe avant, pour avoir une sorte de lien, même pour le jeu des acteurs, parce qu'ils sont inspirés Non, je ne l'ai pas revu. Non, j'ai donné j'ai donné coup de foudre aux acteurs à voir. Alors, j'ai donné à Mélanie Thierry, à Mélanie Thierry, ça l'a paralysée, paraît-il. Parce qu'elle a vu Isabelle Huppert, elle a dit, alors elle veut que je joue comme Isabelle Huppert, j'y arriverai pas. Et c'était pas du tout ça, c'était parce que le film était très proche. Coup de foudre est un film très proche de Pour une femme. Mais je leur ai donné coup de foudre, oui. Parce que ça se passe en 53 et dans les années 40, sur les deux époques. Et je pensais que c'était un bon modèle. D'abord, c'est les mêmes personnages, c'est quand même Léna, Michel, Lyon, etc. Donc, mais moi, j'ai pas revu les films à ce moment-là. Non. Moi, j'ai une question par rapport au sens général du film. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez cherché à faire un film qui représentait vraiment la réalité sociale et politique de ce temps-là, justement? Parce qu'on voit, il y a une petite anecdote à propos de JFK qui... Kennedy est mort, voilà, ouais. 1963, ouais. Voilà, donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que c'était vraiment votre volonté de faire un film vraiment ancré dans une certaine époque et de faire vraiment un tableau de cette époque-là sous tous les angles? Oui, c'est-à-dire que le point de départ, c'était de faire une chronique de le lycée, l'adolescence, cette période comme ça charnière où on ne sait pas trop, etc. Et quand j'ai voulu l'ancrer dans une époque, parce que je me suis posé la question, effectivement, j'aurais pu aussi faire un film contemporain quand j'étais dans les années 60, fin 70, je cherchais dans quelle année j'aurais voulu que ça se situe. J'avais à peu près cet âge-là, à peu près, c'était pas exactement cet âge-là et pas exactement cette époque. Et j'ai commencé à aller regarder des journaux. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. On allait à la Bibliothèque nationale et c'est vrai, on demandait une carte, on attendait des heures qu'on vous apporte les trucs et on vous sortait des microfilms. Et il y avait les Paris Match et les France Soir et les journaux. Et on regardait des heures, c'était génial. Parce qu'on pouvait s'absorber pendant une journée entière. On pouvait garder la place pendant tout, c'était sublime. Et là, dans les journaux, je regardais année par année quelle était l'année qui allait me plaire le plus. Et puis j'ai vu 63, il y a eu Kennedy, il y a eu la mort de Piaf et Cocteau, c'était une année charnière. Donc on entend à la radio. Ouais, et je me suis dit, voilà, la mort de Kennedy, parce que la mort de Kennedy, ça a frappé évidemment tout le monde, et que je me suis dit, moi, il y aura où est-ce que vous étiez quand Kennedy est mort? Et c'est du coup la phrase d'accroche sur l'affiche, en 63, Frédéric avait 15 ans, Anne en avait 13, et vous, que faisiez-vous? C'était ça la phrase d'accroche. Ça, c'était l'idée du distributeur, et ils avaient raison. Il y avait eu American Graffiti juste avant. C'était un peu le début de cette... Il y avait eu le film de Pascal Thomas, À nous les petites Anglaises. Non, c'est Michel Lang. Michel Lang. Oui. À nous les petites Anglaises, je crois que ça avait eu lieu déjà. Donc, il y avait comme une espèce de... On sentait que le parfum des années 60 allait revenir. Mais ça m'a pris... C'était pas une volonté, ça. J'ai eu de la chance que ça soit sur... On a un peu lancé cette vague-là, à vrai dire. Voilà. Coup de foudre a été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, où un certain Ingmar Bergman il a eu l'Oscar. Ouais. C'était dur. Ouais. Pour Fanny Alexandre. Est-ce que vous êtes allé Oui, je suis allée, bien sûr. Oui, je suis allée aux Oscars. Ouais. Et est-ce que vous avez été... En général, les réalisateurs nommés peuvent avoir des propositions facilement, parce que Academy Award nominé, c'est à vie. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, là, du coup? J'ai été bête. Je pense que j'ai refusé des choses intéressantes, beaucoup, mais j'ai refusé Spielberg qui m'a proposé de faire un film pour lui à la télé. Pas les Dents de la Mer 3. Les Twilight, les séries de Twilight. Et j'avais lu le truc et je ne comprenais pas. Et je me suis dit, non, mais je crois que j'avais raison parce que j'aurais pas été. Je pense que j'aurais pas su rentrer dans ce système-là. Je n'aurais pas pu. J'étais trop rebelle, justement. On parlait de rebelle. J'étais trop... je me suis retrouvée en Amérique beaucoup. J'y ai beaucoup été. On m'a beaucoup proposé de films.
Les liaisons dangereuses que j'ai refusées de Stephen Frears. Mais, Monsieur est désespéré. Ouais, c'est désespérant. mais je pense que j'aurais pas rendu justice et qu'il a fait un bien meilleur film que je n'aurais fait. Je pense que j'étais pas. Non. Et j'étais vraiment allergique au système. Il fallait que je contrôle tout, qu'on pouvait pas me dire. Le système américain est pas pour moi. Vraiment pas pour moi. Non. Bon, et la soirée des Oscars hein. Ah, la soirée des Oscars, c'était dingue, ouais, c'était bizarre. Bah, nous, on savait qu'on l'aurait pas parce qu'il y avait Bergman et qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est plié, mais on est allé quoi. Il y avait Scola, il y avait Scola, Le Bal, hein. le Bal. Je sais plus, il y avait des Hongrois, il y avait Saora, je crois aussi. Enfin bon, et on était 5. Non, ce qui est merveilleux quand on fait ce voyage-là pour les Oscars, c'est que, et ils le font toujours, je crois, c'est que le metteur en scène étranger, pour l'Oscar du film étranger, a un déjeuner la veille de la cérémonie avec tous les metteurs en scène américains qui sont à l'Académie. C'est-à-dire, ils sont tous, non, ils étaient 12 ou 15, un grand dîner, et il y avait Mamoulian, il y avait tout, il y avait Fred Zinman, il y avait tous les, ils sont tous morts. J'espère que ces maintenant. noms vous disent un Non, petit peu quelque chose. Morts. Il y avait Wyler, c'était hallucinant. Et j'ai rencontré tous ces mecs-là ils me regardaient la petite. C'était très, très, très. Ça, c'était formidable. Et j'ai une photo avec tous ces mecs incroyables. Stanley Donen, c'était fou, non, c'était dingue. Et puis après, la cérémonie elle-même, c'est un enfer parce que ça dure 4 heures. Heureusement, on sait tout de suite qu'on l'a pas parce que c'est le premier Oscar. Ah, c'était, je ne sais pas si c'est encore. C'était le premier Oscar qui balance. Et après, on voit les figurants qui viennent remplacer les gens qui sortent. Il y a des figurants, ils envoient des figurants. C'est pas ça. Ah, ça c'est plein. Il y a, je sais pas, une cinquantaine d'extras qui viennent remplacer dès que les gens vont faire pipi, puis il y a quelqu'un qui vient. Voilà. Mais c'est tout. Et après, c'est la soirée la plus triste de l'année, puisqu'il y a une table qui est contente et toutes les autres, ils sont défaits. Voilà. Oui, allez-y. On parle souvent de vous dans vos films. Ouais. Est-ce que c'est pour guérir quelque chose, pour analyser quelque chose, ou c'est parce que vous de la nostalgie? Non, c'est parce que je crois que c'est ce que je connais le mieux à la force. Peut-être que c'est plus facile pour moi, j'ai fait une fois un film de commande dans ma carrière et j'ai eu beaucoup. Ça s'appelait Je reste avec Sophie Marceau et je l'avais pas écrit. On m'a proposé, on m'a dit ouais, est-ce que tu veux faire un film avec Sophie Marceau? Ça n'a pas du tout marché si ma mémoire est bonne. Si ça marchait quand même. C'est vrai? Ah, il a dû faire 800 000 entrées. Ah ou oui, 700, effectivement, ouais. c'est pas mal. Ah bah si, aujourd'hui c'est bien, hein, Ouais. 700 000 entrées. Et voilà, j'ai dit faites voir. C'était une comédie de Florence Quentin, mais ça me réussit pas trop parce que j'arrive pas vraiment à rentrer dans l'univers complètement. J'ai l'impression de quelqu'un d'autre. Alors ça me demanderait sans doute mais encore que maintenant, peut-être que c'est possible. Je vais peut-être arrêter de parler de moi, possible. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi en présentant le film, c'est que vous avez parlé de vous, effectivement, Pas que de moi. et de votre famille, bien heureusement, sûr, ouais, hein, enfin, ouais. beaucoup, Ouais. mais malgré tout, ça recompose aussi une histoire de la France au XXe siècle. J'ai parlé de Sagan, j'ai fait un film sur François Sagan, qui était aussi, donc ça c'était pas moi, j'ai fait aussi un film sur Georges Sand et Alfred de Musset, c'était pas moi, mais bon, j'étais dedans quand même, mais non, disons que souvent, revenir à moi mais plus, c'est peut-être plus simple, quoi. Je me dis, allez, je vais aller me mettre dans mon coin, je vais aller écrire. Mais non. Je voulais revenir juste pour l'idée de comparer un petit peu les époques. Dans votre rapport avec les techniciens aujourd'hui, est-ce que vous les trouvez aussi compétents? De quelles compétences manquent-ils? Est-ce qu'on travaille différemment avec la jeune génération? Bah, c'est-à-dire que pour moi, ils sont simplement plus jeunes, quoi. C'est-à-dire que j'étais la plus jeune. c'est radical, quoi. On me regardait, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis finalement, maintenant, je ne vois que des gens de votre âge qui arrivent sur les plateaux et ils ont toutes la même compétence, oui, bien sûr. Ouais. Non, ça, c'est pareil. Bizarrement, ça ne change pas. C'est-à-dire, et en plus, d'un pays à l'autre, une équipe de cinéma, c'est une équipe de cinéma. Les rapports humains, ça marche ou ça marche pas, il y a une bonne ambiance, il y a une mauvaise ambiance, il y a un jour où l'acteur pète les plombs, tout ça, ça change pas, c'est pareil, ça change pas. Bah, avoir une conviction
sur le sujet ou sur la forme. Si c'est pas sur le fond, que ce soit sur la forme, mais que quelque chose vous tienne, ça je crois que c'est vachement important. Parce que sans passion, sans envie, ou avec juste je vais faire ça, c'est difficile parce que c'est quand même, il faut y croire. Pour que quelqu'un y croit, parce que vous allez vendre du rêve, vous allez vendre quelque chose qui n'existe pas à quelqu'un qui ne veut pas l'acheter, c'est toujours l'éternel truc. Hein. C'est ça, faire un film, c'est vendre quelque chose qui n'existe pas à quelqu'un qui déjà ne veut pas l'acheter. Donc, c'est... Parce qu'après, et de moins en moins aujourd'hui. Donc, conviction, des sujets, aujourd'hui, des sujets, ça c'est difficile, parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que plus il y a finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va au cinéma, qu'on est touché par un film? C'est plein de choses. On peut être touché par un Star Wars, par un film de science-fiction, par un film violent, par un film de genre. Mais il y a quelque chose qui va vous faire que vous rentrez. Pour moi, c'est l'identification. Pour moi, c'est si je connecte. Si je connecte avec le film. Si je dis, ah ouais, putain, ça, voilà. À des moments, pas tout le temps, mais à des moments. Ça me plaira. Donc, c'est connecter. C'est-à-dire essayer qu'on puisse reconnaître quelque chose de tellement vrai, ou tellement rare, ou tellement profond, ou tellement unique qu'est vous, ça sera vous. C'est ça qui passera. C'est peut-être abstrait ce que je dis, mais c'est trouver de la vérité dans ce que vous allez raconter. Ça, c'est ma conviction. Ce sera, Allez, deux questions. Allez. Pourquoi faites-vous du cinéma? Pourquoi je vous l'ai dit au début, parce que je n'aime que ça. Je n'aime que ça. Alors, la vie aussi, je l'aime. Il faut vivre entre les films, parce que sinon, on est bouffé par ce métier. C'est un métier qui vous mange tout. Alors, quand vous êtes technicien, c'est encore pire, parce que quand vous êtes metteur en scène, au moins, entre les films, vous vous arrêtez un peu. Les techniciens, ils enchaînent. Donc, metteur en scène, c'est la position la plus formidable. Et producteur, parce que vous êtes encore plus de recul. Mais metteur en scène, vous n'allez pas enchaîner, donc vous aurez de quoi vous recharger. Techniciens, ils n'ont pas de vie de famille, c'est affreux, quoi. Ils sont toujours sur la... Enfin, c'est compliqué. Mais moi, je fais du cinéma parce que je pense que là-dedans, je trouve vraiment à m'exprimer, à connecter, je rencontre... Enfin, ça me renvoie quelque chose, et c'est pour pas être seul. C'est comme un écrivain, il dit, moi, il y a des gens qui m'ont lu, ils ont connecté avec mon bouquin, ils ont trouvé que je leur avais fait du bien ou quelque chose. C'est ça. Et parce qu'on touche à tout et que c'est marrant. Et qu'éventuellement, quelquefois, on gagne de l'argent avec. Alors, bon courage, parce que c'est un super métier. Hein. C'est un super métier. Je ne peux pas le décommander, le non recommander. Alors, dernière question. Mais par contre, maintenant, ça marche plutôt avec les réseaux. Avec les réseaux? Ouais. Ouais, vous avez remarqué que sur les génériques, c'est toujours les mêmes noms de famille qui reviennent. C'est le fils du machinot, il est machinot, c'est très 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 népotiste ce métier, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il faut avoir le contact, machin. Mais il ne faut pas se décourager, il faut revenir par les fenêtres quand on vous chasse, et il faut emmerder la terre entière, et si vous y croyez, vous y arriverez. Je suis la preuve vivante, hein. Je ne savais rien de ce métier, et je suis arrivée juste avec mon scénario. Donc c'est possible. On va arrêter là. On va arrêter là, il fait trop chaud. De lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, dans tes classeurs de lycée. Y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite Anne.
que tu bluffes, que tu mentes autour des diabolomantes. Quand tu racontes les nuits